Bonsoir et bienvenue à la Maison de la Méditation. La Maison de la Méditation à Paris où nous recevons régulièrement des personnalités, des auteurs dont le travail nous semble particulièrement éclairant pour comprendre ce que peut être un rapport méditatif à notre société, à notre monde. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Clarisse Gardet. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Marie-Laurence. Alors Clarisse Gardet, on te connaît bien à la Maison de la Méditation et à l'école de méditation parce que, alors tu es diplômée en sophrologie, mais tu es également enseignante de méditation. Tu transmets la méditation depuis de nombreuses années dans le cadre de l'école de méditation. École, association dans laquelle tu es également responsable du cursus de formation instructeur, une formation longue, profonde, exigeante, que tu prends en charge depuis sa création. Et nous te connaissons également pour ton travail auprès des enfants. Tu as déjà écrit plusieurs ouvrages sur une manière d'accompagner les enfants, d'accompagner leurs émotions, leur rapport aux émotions grâce à la méditation. Aujourd'hui, on te retrouve auprès d'un autre public, celui des malades, celui des patients atteints de maladies graves, de maladies chroniques et de maladies dont le traitement est souvent très long. Et sort cette semaine ton nouvel ouvrage, Méditer pour mieux vivre la maladie. Alors ma première question, Clarisse, c'est qu'est-ce qui t'a amené à travailler, à rencontrer, à accompagner ce nouveau public ? Alors c'est un cheminement qui a été long. J'ai toujours dans ma vie été attirée par le soin, enfin attirée, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas j'ai eu l'occasion d'accompagner très tôt des personnes malades. C'est d'ailleurs, je pense, qui a dû motiver le fait de vouloir faire des études de sophrologie. Et puis au fil du temps, j'ai accompagné aussi beaucoup de soignants. J'ai enseigné dans un diplôme universitaire pendant plusieurs années. Ce diplôme universitaire, malheureusement, n'existe plus. Voilà pourquoi ça s'est arrêté. Et j'accompagne très régulièrement des soignants en allant à l'hôpital Bicêtre tous les 15 jours, faire une séance pour des soignants. Et puis, ces soignants m'ont invité à accompagner aussi des patients, d'abord en pédiatrie. Voilà, et puis de fil en aiguille aussi, des rencontres avec des soignants m'ont amené à travailler autour de la douleur. Et puis, depuis 2 ans maintenant, auprès de patients qui sont touchés par le cancer et des accompagnants également. Voilà, donc, et j'ai fait des formations aussi, ça a pris plusieurs formes, mais toujours autour de la méditation. Et tous les livres que j'ai faits, en fait, sont issus d'expériences. Ce sont des livres vraiment très pratiques et issus de l'expérience. Donc j'ai beaucoup parlé des groupes que je fais et des accompagnements en individuel dans ce livre. Oui, c'est tout à fait ce qui est remarquable dans cet ouvrage, c'est qu'on n'est pas du tout dans la théorie, on est vraiment avec je dirais presque un guide très pratique, très profond, très documenté, mais on sent vraiment qu'effectivement c'est le fruit de nombreuses expériences, nombreuses années d'expérience et de nombreuses rencontres. Alors tu nous disais effectivement tu accompagnes les patients, mais tu formes le personnel soignant, le personnel qui encadre. Quels sont pour toi les plus grands défis quand on accompagne la souffrance, la douleur ? C'est là que l'expérience de la méditation, en fait, quand on dit former, oui, ça s'appelle de la formation, mais ce que j'essaie, c'est de faire toucher cette expérience de la méditation. Et en fait, c'est la même chose, c'est toujours la même réponse quand des parents veulent faire méditer les enfants, quand des soignants veulent utiliser la méditation pour la douleur. En fait, la première chose, c'est de méditer soi-même. Parce que la méditation, avec sa dimension de bienveillance, est déjà une manière de se soigner et de soigner. Et au cœur de la méditation, en tout cas telle qu'on la présente, telle qu'on la pratique, ici à l'école de méditation, la compassion est vraiment au cœur de la méditation. Et ça,
pour un soignant, ça ouvre absolument tout. La méditation, ce n'est pas un outil qui va pouvoir arriver avec d'autres outils. D'ailleurs, il y a plein d'outils qui ont leur place et leurs vertus, qui sont vraiment pour la douleur notamment. Mais la présence que nous donne la méditation, la façon de s'ouvrir à la situation d'une personne qui souffre, je crois que ça commence par méditer soi-même. Et dans toutes les formations que je fais, c'est ça que j'essaye de transmettre. C'est-à-dire que quand tu formes ou quand tu transmets la méditation auprès du personnel soignant, tu leur apprends déjà à prendre soin d'eux-mêmes ou d'être en relation dans ce rapport méditatif à leur propre peut-être peur, crainte, face justement à la douleur de l'autre. Il y a vraiment... Oui, tout à fait. Surtout que parmi les soignants, par exemple, j'ai eu l'occasion aussi beaucoup de former des infirmières. Et dans les études d'infirmière, je crois que ça évolue énormément parce que le soin, depuis quelques années, évolue énormément. Mais dans les écoles d'infirmières, particulièrement, on a peur du trop d'empathie. Et la méditation, ça nous montre qu'il n'y a jamais trop d'empathie et que plus on ouvre son cœur, plus on est fort. Alors ça, c'est vraiment crucial, en effet, Clarisse, et c'est ce qui ressort de ce livre, c'est qu'on nous a vraiment appris, mais depuis des décennies, qu'il ne fallait pas trop s'impliquer. Je dirais même pas trop s'impliquer à peu près nulle part. Alors en même temps, on nous demande un engagement total, et notamment dans le milieu médical, dans le milieu de la santé, mais on dit toujours protégez-vous, ne vous engagez pas trop, enfin ne vous impliquez pas personnellement. Là, tu es en train de nous dire qu'au contraire, il n'y a jamais trop d'empathie. Tu parlais de compassion tout à l'heure. Oui, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je peux prendre que mon exemple. Moi, quand je suis au contact des patients, c'est régulier, c'est toutes les semaines. Bien sûr, il y a des situations forcément où je me sens bouleversée, mais c'est tellement beau et il n'y a pas quelqu'un qui aide et quelqu'un qui reçoit. C'est vraiment, c'est un lieu où la souffrance, c'est vraiment un lieu qui nous rapproche. Et pour moi, c'est vraiment le cœur de notre humanité. Et c'est tellement riche qu'on ne peut absolument pas se perdre avec ça. Après, il peut y avoir d'autres raisons qui font que des soignants ou des aidants, des accompagnants soient fragilisés. Et là, évidemment, la maladie, elle vient de façon difficile, où il y a des situations de soignants, où il y a trop de travail, par exemple, il n'y a jamais de moment de respiration, il n'y a jamais de moment d'échange, parce que c'est sûr que moi, dans les lieux où je travaille, ça, c'est prévu. On peut échanger, s'il y a quelque chose de difficile, on peut en parler. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et bien sûr qu'il y a des situations où c'est très difficile de voir des gens souffrir, c'est très difficile de voir des gens mourir. Là, en ce moment, on est dans une situation très, très particulière. Ça m'est arrivé aussi, durant le premier confinement, d'intervenir dans un hôpital pour aider les soignants. Et dans le hall, j'ai vu des scènes de personnes, notamment je pense à un très très vieux monsieur qui était venu apporter des vêtements pour sa femme qui était hospitalisée en cancérologie. Et on n'a même pas voulu, c'était ce jour-là, on n'a pas voulu accepter le paquet de linge propre qu'il a apporté, alors que jusque-là, on l'acceptait. Et quand j'ai vu la détresse de ce monsieur, c'est sûr que moi, j'étais complètement vrillée. Et puis, j'étais peinée pour la personne de l'accueil, qui était une très jeune femme. Et je voyais bien qu'elle ne savait pas comment lui dire non. Donc, elle a fait preuve d'autorité. En fait, elle a dit non, monsieur, on m'interdit ça. Et j'ai vu ce pauvre monsieur repartir. Et c'est sûr qu'il y a eu, et ça encore, c'est pas le pire, mais il y a tout ce qu'il y a eu autour des personnes, notamment, qui n'ont pas pu accompagner les mourants. Oui, c'est vraiment des situations. C'est tellement important d'accompagner quelqu'un. Absolument, c'est des situations tragiques. Et on n'apprend pas. Alors ça, là, je parle du grand public, parce que les soignants, normalement, ils apprennent quand même, mais... Et justement, tu travailles dans des lieux où tu disais des espaces de respiration
sont prévus, des espaces de parole, d'échange, de partage sont prévus aussi, donc c'est possible. Donc ça prouve bien que c'est possible. À partir du moment où j'y vais, où on a décidé qu'il y avait régulièrement une séance de méditation, c'est les gens qui viennent sont forcément, ils ne sont pas du tout contraints ni forcés, mais ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qu'il faut organiser ça. Je vois dans ton livre le retour au corps comme le retour à un espace salvateur. Oui. On sent que justement, c'est peut-être ce qui permet d'être moins perdu, moins débordé, moins absent, moins... Enfin voilà. Oui, oui, on se resynchronise, on se rassemble, parce que voilà, c'est un domaine où c'est le chaos quand on est malade, quand on est souffrant. C'est beaucoup d'émotions. Et puis il y a aussi des choses très très physiques. Et c'est vrai que revenir au corps. Puis quand on dit le corps, c'est pour chacun, c'est beaucoup de choses derrière ce mot, effectivement. Mais même, il y a le physique, mais il y a tout ce qui est du domaine des sensations. Il y a aussi tout ce qui est du domaine de ce qu'on offre au regard des autres. Ah oui, tu me posais la question sur la posture. Voilà. Et la posture, c'est une question qui revient toujours quand on enseigne la méditation, que ce soit à des bien portants ou la question de la posture, ça vient toujours parce qu'on se demande comment, en méditant, on peut faire pour rester immobile, pour rester assis longtemps, et puis surtout pour être redressé. Et ben là aussi, c'est le corps et l'esprit qui s'accordent. Et pour les personnes qui peuvent être assises, c'est évident que la position assise, c'est la position idéale pour être vigilant, pour pratiquer. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas, effectivement, je les invite à se relier aux dimensions symboliques de la posture, qui est à la fois d'être en contact avec le sol, avec la terre, et puis redresser, offert à ce qui vient, et puis surtout en contact avec, on peut dire, la dimension spirituelle de l'être humain. Et là, on n'a pas besoin d'être assis pour sentir que l'être humain, il est verticalisé pour un tas de raisons symboliques, au-delà du fait qu'il soit allongé ou mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut être verticalisé, même allongé. Oui, voilà. Hein, à un moment donné, tu dis, imaginez que votre tête touche le ciel. Et en fait, quelle que soit sa posture, on sent tout de suite que ça nous redresse, en effet. Hein. Autre chose qui m'a beaucoup marqué au début du livre, c'est la manière, enfin au début et à plusieurs endroits dans le livre, c'est la manière dont tu mets à jour un vocabulaire complètement admis, qu'on n'interroge plus, mais qui montre notre rapport à la maladie. On parle de combattre la maladie, on parle de lutter. Alors, il y a tout ce vocabulaire presque, je crois que tu le qualifies de militaire face à la maladie, et puis aussi tout ce vocabulaire presque scolaire, réussir ses examens, enfin, etc., face au diagnostic. Comment ça t'est venu, cette mise à jour ? En fait, à titre personnel, moi, à chaque fois, ça me fait mal quand on me dit une personne est malade et elle est formidable parce qu'elle se bat. Et ça me choque toujours, hein, parce que je trouve ça terrible. On ne se bat pas. Pour moi, la maladie, comme d'autres choses, c'est un événement dans sa vie. Et puis, on a chacun des événements. En plus, la maladie, c'est quand même rare d'y échapper. On est fragile. Parfois, c'est des maladies très, très passagères. On est tous concernés. On est absolument tous concernés. Et se battre, c'est... alors, je pondère parce qu'évidemment, un médicament, un traitement combat. Mais la médecine, c'est juste une partie du soin de soi. Et quand on est malade, prendre soin de soi, c'est accompagné par
par ce qu'on appelle des thérapies complémentaires, des soins de support. Ça, c'est vraiment le terme technique, particulièrement dans les maladies chroniques, dans les maladies graves. Les médecins incitent les personnes touchées par la maladie à avoir des thérapies complémentaires, à suivre des thérapies complémentaires qui peuvent être très très diverses. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être des massages, ça peut être beaucoup de choses. Oui, mais qui nous fait passer, sont des choses qui nous font passer du statut de victime passive à un rôle plus actif, Voilà. être actrice, acteur de sa guérison, si je puis dire. Enfin voilà, avoir aussi la possibilité de ne pas s'en remettre complètement démunie. C'est ça qui est beau dans ce chemin, et aussi dans le chemin de la méditation que tu nous proposes. C'est qu'il y a vraiment une dimension de reprise en main. Oui. Et c'est normal de chercher un sens, c'est normal quand on est atteint d'une maladie, enfin normal, c'est naturel, ça arrive à tout le monde de dire pourquoi moi, et puis c'est parfois d'avoir des moments de découragement, mais si on dit oui, allez, bats-toi, mais à côté de ça, moi c'est les personnes que je côtoie quotidiennement, souvent découvrent un autre pan de la vie, parce que, alors on dit ah là là, bah oui, il a fallu ça pour le découvrir, mais peu importe ce qu'il a fallu pour le découvrir. Une épreuve, ça ouvre toujours beaucoup de choses. Et il n'y a pas, voilà, la bataille, c'est quelque chose, moi, qui me choque. Et puis quand j'entends, voilà, j'attends mes résultats. Alors oui, alors bien sûr, on attend ces résultats, on espère qu'une tumeur va avoir réduit, on espère que des marqueurs vont être... Mais voilà, il n'y a pas que ça. Et ça, c'est absolument terrible. Et d'être confronté à des médecins qui ont l'air déçus par les résultats, comme un parent serait déçu parce qu'on a eu 8 alors que la dernière fois, on avait eu 9. Voilà, je pense qu'il faut en avoir conscience, hein, et c'est important de le savoir, même si ça n'empêche pas d'attendre les résultats, même si ça n'empêche pas de se réjouir quand ils sont bons. Mais voilà, oui, ce que tu précises en fait, c'est qu'on ne peut pas réduire la maladie à ça, et on ne peut pas réduire la maladie et au combat et au résultat, qui a beaucoup d'espace autour, et notamment grâce à la méditation, par exemple. Alors tu disais, la méditation n'est pas un outil. Dans ton livre, à un moment donné, tu as une très jolie phrase aussi qui dit que l'attention, hein, qui est vraiment la présence, l'attention, la présence attentive que tu montres bien et qui est développée par la méditation, n'est pas un outil, n'est pas une technique, n'est pas une technique antidouleur. Voilà, l'attention n'est pas une technique antidouleur. Est-ce que tu pourrais nous préciser la différence que toi tu entends entre douleur et souffrance ? L'idée, c'est souvent que quand on parle de douleur, hein, quand on fait cette différence, on pourrait dire que la douleur, c'est un peu ce qui est objectivable, ce qui peut se décrire très concrètement, ce qui va être physique, par exemple, et la souffrance, c'est tout ce qu'on va rajouter à cette douleur, par exemple, pourquoi moi, combien de temps ça va durer, toutes les ruminations, oui, j'ai pris un traitement, ça m'a soulagé, mais en fait, combien de temps ça va encore me soulager, et si un jour ça ne marchait plus, et tout ce qu'il y a autour, ça c'est de la souffrance. Et en fait, la douleur, c'est peut-être ce qu'on ne peut pas éviter, et la souffrance, c'est là où la méditation et nous aide, et on souffre moins, parce qu'en fait, la souffrance, c'est rajouter encore quelque chose. Et grâce à la méditation, on arrête d'en rajouter. Oui, voilà, absolument. On essaie. Ou au moins, quand on en rajoute, on le voit. On le voit. Et du coup, les choses se transforment. Et puis ça permet d'en parler. Voilà ce que je pourrais dire. Oui, à un moment donné, je crois aussi que tu écris que il n'est pas nécessaire de vouloir se... Je crois même que tu emploies le terme de se divertir ou de se distraire de la douleur. Ça m'a beaucoup parlé, parce que moi, j'ai dit à plusieurs reprises à des amis, mais qui ne m'ont pas forcément cru, que quand j'allais chez le dentiste, j'avais moins mal si j'étais pleinement présente que si j'essayais de m'échapper. Et je crois qu'il y a un petit peu cette idée-là aussi. Oui.
Et je crois que ce à quoi tu fais allusion, c'est même une citation de John Kabat-Zinn, parce que j'ai trouvé ça très important, parce que c'est une personne importante et dont le travail est très reconnu. Et je trouvais que c'était vraiment, c'était bien de voir que lui aussi dit, dans le traitement de la douleur, le divertissement, c'est pas du tout... c'est pas ça qu'on recommande. Alors là aussi, je pondère parce que il faut toujours. Moi, je travaille beaucoup avec des soignants qui travaillent sur la réalité virtuelle thérapeutique, qui consiste justement à, c'est le principe de l'hypnose, à pouvoir se déconnecter par l'imaginaire de l'acte qui peut être fait. Et ça permet de faire des actes médicaux douloureux en utilisant moins, voire pas, d'anesthésie selon les personnes, selon la façon dont ils ont été préparés. Donc voilà, là, il faut pondérer en fonction de la situation et du contexte, hein, ce que nous apprend à faire la méditation. Et c'est là où c'est pas une technique. Oui. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est un chemin. Oui, oui, et un chemin très individuel où Oui. il faut respecter le ressenti aussi de son propre ressenti, le ressenti de chacun. Tout à fait. Absolument. Et il y a une différence entre Oui. faire des actes qui nécessiteraient une anesthésie en temps normal et avec effectivement des moyens et des méthodes très innovantes. J'ai découvert ça dans ton livre parce que je ne savais pas qu'on pouvait utiliser les casques virtuels, la réalité virtuelle comme un moyen d'hypnose finalement. Et puis les douleurs chroniques avec lesquelles on est contrainte de vivre quelques semaines, quelques mois, quelques années, et où là, effectivement, on peut peut-être par la méditation ne pas rajouter de souffrance. Ton livre évoque deux notions, tu les as déjà presque abordées, qui changent totalement notre vision de la maladie. Tu parles de la maladie comme d'une initiation, et tu parles de la souffrance qui unit. Tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais alors, d'abord, je trouve ça très beau, assez gonflé aussi, la maladie comme une initiation. Une initiation, c'est vraiment quelque chose qui nous métamorphose, hein. Il y a quelque chose qui s'opère et on n'est pas pareil avant et après. Il y a un avant, un après. Moi, tous les patients avec qui je travaille, ils disent il y a un avant et un après. Et souvent, quand on dit ça, ça semble négatif, là encore, parce que, bah oui, c'est pas drôle d'être malade, on est dans une société où il faut que tout le monde soit beau, en bonne santé, super performant en tout. Donc la maladie, c'est comme le reste, c'est assez mal vu. Surtout quand on est jeune. Moi, je vois des gens très jeunes qui sont coupés en plein élan. Ils étaient en plein élan professionnel, notamment, avoir des projets. Et ben voilà, c'est une initiation. Puis une initiation aussi, c'est en fait quelque chose qui est commun à tous. Et je crois que j'ai pris quelques exemples dans mon livre. C'est comme avoir un enfant. En fait, avoir un enfant ou tomber amoureux. On peut écrire l'histoire de chacun. Tout le monde raconte un peu les mêmes histoires. Si on enregistrait les personnes qui sont amoureuses ou qui ont un enfant, c'est toujours le plus beau bébé du monde. Ils semblent raconter toujours la même histoire. Et pourtant, c'est vraiment pour chacun. On a fait un passage. Et ce passage, on le fait seul. Et c'est ça pour moi la dimension initiatique. Et il y a une sorte de mystère qui peut pas être partagé. Et moi, je trouve ça très très beau en fait. Je trouve ça c'est la beauté de la vie. Et voilà. Et ça aide aussi à ne plus avoir peur de ce qui fait souffrir. De toute façon, si c'est là, c'est là. Et ça revient à l'histoire entre la douleur et la souffrance. Si on en rajoute, on souffre encore plus. Et cette souffrance qui nous unit, cette souffrance qui, naturellement, si on la regarde, nous ouvre à la compassion. Tu parles beaucoup de compassion dans ton livre. Oui, elle nous unit. Et puis, quand elle est reliée à une solitude, on va dire, assumée,
il n'y a plus trop besoin de mots. Moi, les gens aussi que j'accompagne, souvent, ils se disent comment le dire aux gens que j'aime, comment le dire à ses enfants qu'on est malade, comment le dire parce que derrière je suis malade, il y a toujours il y a la mort, donc ça met face à quelque chose voilà, de très douloureux pour tout être humain. C'est la séparation, même si on en vit plein, mais c'est la séparation ultime. Et donc, il y a toujours une peur. Et, et en fait, parfois, et ça, la méditation nous l'apprend, il n'y a pas besoin de mots. Parce qu'en fait, les gens le savent très bien. Un enfant dont la mère est malade, même si elle lui cache, il le sait très bien. Alors, savoir quelque chose, c'est pas forcément pouvoir mettre des mots. Quand les enfants sont très petits, c'est plus instinctif, mais même plus grand. Et quelquefois, c'est pas vraiment la peine forcément d'en parler. Ça dépend des familles, ça dépend des cultures familiales, ça dépend des habitudes. Mais là encore, pourquoi la maladie, elle viendrait tout changer, d'un seul coup on se mettrait à se battre, et puis il faudrait dire bah, viens assieds-toi en face de moi, voilà je te déclare, je suis malade, c'est très grave, non, il y a aussi un mystère et quand on est soi-même malade, on a du mal à l'expliquer aux autres parce que soi-même, ben, on vit au jour le jour. Donc et puis pourquoi tout expliquer? C'est ça, c'est important ce que tu dis parce qu'on est dans une société Oui. mondiale, hein, je dirais, c'est assez partagé de manière internationale, où il faudrait Voilà. tout expliquer, Oui. donner des explications et des réponses et des raisons à tout. Or là, tu nous dis, bah, non, en fait, Non. laisser de l'espace, hein, Mm. tu parles voilà, Oui. faire de la place, Mm. laisser de l'espace, offrir de la présence, et Oui. probablement peut-être plus efficace, même, on pourrait dire, et plus, en Ben, tout cas plus humain. oui, je pense. On n'a pas besoin. Et c'est vrai que c'est quand on a été proche des personnes. Moi, j'ai accompagné aussi des personnes qui jusqu'à la fin. Et c'est toujours étonnant parce que les personnes posent toujours cette question. Est-ce qu'ils savaient son état ou est-ce que elle. Mais qu'est-ce que c'est savoir? Savoir, c'est pas forcément poser des mots sur les choses. C'est et être ensemble. Voilà, ce qu'on sait, c'est là. C'est pour ça que ça unit. Ça unit. Et beaucoup de tes méditations, du reste, proposent, invitent à vraiment se relier à une forme d'intimité qui nous met en rapport avec le savoir dont tu parles et qui n'est pas quelque chose d'analytique et forcément verbal, mais Voilà. voilà, qui est une intimité Mm. qui sait, qui ressent. Alors, ce livre comporte pas moins de 20 méditations guidées et d'exercices formidables, vraiment. Je les ai toutes faites. Eh oui, je les ai toutes suivies parce que d'abord, ça se lit, je dirais, méditer pour mieux vivre la maladie, ça c'est clair, mais si on commence à le lire, on se sent tous concernés en fait, hein, parce qu'effectivement on a tous eu des bobos, des graves ou des moins graves, et au-delà de ça, ce sont vraiment des méditations qui permettent de s'approcher de notre intimité. Il y en a 20, il y a des méditations guidées, il y a des exercices physiques. Est-ce que c'est toi qui les as écrites, toutes ces méditations? Parce que j'ai découvert. Bah oui, je rends un hommage aussi à Fabrice Midal parce que j'ai été beaucoup inspirée par tout son cycle Foutez-vous la paix. Et puis le reste, oui, c'est tout ce que je pratique. Tout ce que je pratique. Et le mouvement, bah, le mouvement physique, c'est aussi quelque chose qui est très important dans le fait de prendre soin de soi, même les automassages. Le corps, il est physique, donc c'est très important de le bouger. Et quand on dit se remettre en mouvement, quand on a été malade, quand on est soigné, il y a beaucoup de choses à faire qui sont très très physiques. Mm-hmm. C'est important en complément de la méditation. Oui, oui, c'est vraiment une manière de réhabiter son corps, Tout à hein, fait. comme tu le Tout à dis. fait. Hein, Oui.
Il y a la manière immobile de la méditation qui est très précieuse, et puis tu nous accompagnes vraiment avec des exercices pour aller de manière différente à la rencontre de son corps. Donc ça, c'est les méditations que tu transmets aux patients, aux malades. Oui, voilà. Alors, pour les patients, j'ai imaginé un cycle de 4 séances pour faire toucher, parce que la méditation, ça se pratique. Donc là, dans le livre, j'ai vraiment raconté ce chemin en 4 semaines. Et puis en plus, ça correspond au groupe que je fais auprès des patients qui sont atteints de cancer. 4 semaines, c'est un bon rythme pour qu'ils puissent s'engager sur 4 séances en fonction des chimiothérapies, enfin des cycles. Parce que quand je fais faire ça, je demande de s'engager. Parce que la méditation, quand on ne connaît pas, on peut tout de suite avoir une révélation à la première méditation guidée. Et pour d'autres, c'est un cheminement, et ça n'est pas évident de comprendre que voilà, c'est un endroit où on arrête la lutte, on baisse la garde, on pose les armes. Ça, c'est tellement... Parce qu'en fait, quand on est atteint par une maladie, souvent, on imagine que soit on se bat, soit on abandonne, on lâche. Mais la méditation, c'est une 3e voie, c'est qu'on vit avec. On vit avec. Et ça s'apprivoise. Il y a un apprivoisement. Merci beaucoup, Clarisse. Alors, ces méditations guidées et ces exercices sont également disponibles en version audio. Elles sont offertes avec le livre. Offertes, donc, moi, j'ai commencé à en écouter quelques-unes. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup aidé à pratiquer, parce que c'est vrai que d'être guidé, quand on n'a pas la chance de t'avoir à côté de nous, pouvoir être guidé à distance par la voix, c'est très bien. Et j'aimerais dire également, Clarisse, que dans quelques semaines, tu vas donner un cours en visioconférence, alors qui est réservé aux membres de l'école de méditation, mais comme ces membres sont déjà très nombreux, il y a près de 1200 membres, je crois, dans l'école, donc c'est important de leur dire que tu vas faire ce cours en visioconférence pour justement peut-être nous donner quelques-unes de ces méditations guidées, approfondir certains aspects, et puis répondre bien sûr aux questions des gens qui sont malades ou qui accompagnent. Il a lieu quand ce cours? Il a lieu à partir du 27 avril. Donc très bientôt. Jusqu'au 8 mai, il y a 5 séances. Et puis c'est ça qui est merveilleux à l'école, c'est que ça va être fait avec des personnes qui pratiquent. Et donc les échanges sont très nourris. Et c'est important, il y a une base, et puis ça se construit aussi beaucoup à partir des questions, de l'expérience. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans les cours qui sont donnés à l'école. On entend ta grande honnêteté, on entend ton grand amour de la méditation, mais aussi l'honnêteté avec laquelle tu précises bien à chaque fois qu'il ne s'agit pas d'une technique, c'est pas en une session comme ça qu'on va régler les problèmes. Et ce livre le dit bien aussi, tu nous parles d'un chemin de vie, tu nous parles d'une 3e voie pour vivre avec la maladie, ce qui est quand même une proposition formidable dans ce monde, parfois un peu aveugle, souvent assez aveugle face à la maladie. Donc voilà, Clarisse, je te remercie beaucoup de toutes tes réponses, et puis on a hâte de te retrouver pour ce cours en visioconférence à partir du 27 avril. Voilà. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous.